Zone Actu, tout de suite les journaux. Au sommaire de cette édition d'information, le président de la République est en visite de travail à Luanda, en Angola. C'est là sur l'invitation de son homologue João Lourenço dans le cadre de passer en revue l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. La même question sur la situation à l'est du pays a été évoquée au cours d'un échange entre la Première ministre et le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix et dans les Grands Lacs en séjour en République démocratique du Congo. Le quartier Pakadjouma dans la commune de Limete a été démoli ce lundi 9 février 2026 par le gouvernement provincial de Kinshasa. Cela dans le but de permettre à la société congolaise de transport et port Exonatra de récupérer son terrain et de dégager la voie ferrée de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce lundi 9 février 2026 à Luanda, en Angola, à l'invitation de son homologue angolais João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Une visite de travail qui s'inscrit dans l'optique de passer au crible l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, avec un entretien sur les initiatives et efforts de médiation en cours en vue de ramener la paix dans les zones à conflit. Le président togolais fera également partie de cette rencontre. La participation de Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, actuellement médiateur des conflits opposant la République démocratique du Congo et le Rwanda. Reçu en audience par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix dans les Grands Lacs, Jean-Pierre Lacroix, à la tête d'une délégation de la MONUSCO, les échanges ont tourné autour de la mise en œuvre effective des engagements de Washington et Doha pour une stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment dans l'appui au cessez-le-feu à Uvira, le retrait des groupes armés et des protection de civils, le rétablissement progressif de l'autorité de l'État et l'engagement renouvelé de la MONUSCO aux côtés du gouvernement. Nous avons échangé avec Madame la Première ministre en soulignant que nous travaillons activement, nous avons des plans pour opérationnaliser le plus vite possible le soutien au cessez-le-feu et à tous les autres engagements qui ont été pris à Doha et Washington. Bien sûr, le respect de ces engagements, et notamment le respect du cessez-le-feu, les progrès dans cette direction dépendent des parties. Donc, il est important que maintenant, il y ait un total respect dans ce domaine. Mais nous sommes prêts, encore une fois, et nous sommes mandatés par le Conseil de sécurité pour soutenir ces efforts et notre détermination est totale. Je crois que c'était le message principal que nous avons partagé avec Madame la Première ministre. Nous avons une coopération excellente avec le gouvernement, avec la Première ministre elle-même et les membres du gouvernement. Nous sommes très reconnaissants de cette excellente coopération, en étant conscients du travail qui est devant nous pour qu'enfin il y ait des progrès dans la pacification, la stabilisation à l'est du Congo et que les populations puissent enfin respirer et revenir à une vie normale. Bien entendu, le retour de la présence de l'État sur tout l'est du Congo et en particulier dans un premier temps à Uvira, d'où le M23 s'est retiré, est absolument fondamental. Les membres du gouvernement y travaillent, ils nous ont fait part des efforts qui sont faits dans ce domaine. Et bien entendu, c'est quelque chose qui est extrêmement important et nous le soutenons totalement et
encore une fois, pour ce qui concerne Uvira, nous sommes prêts, dès que des conditions de sécurité indispensables seront réunies, à prendre notre part aux efforts en matière de surveillance et vérification du respect de ce qui est, je ne dirais pas un cessez-le-feu, mais en tout cas un statu quo, afin de prévenir la reprise de la tension et de la violence dans cette zone. L'engagement du gouvernement demeure sur les retours durables de la paix et la protection de populations. La Première ministre Judith Suminwa Tuluka a représenté le président de la République le week-end dernier à la messe des requiem du feu Roland Gilbert Okito Lumumba, homme politique et l'un des fils du héros national Patrice Emery Lumumba. La célébration eucharistique a été présidée par le cardinal Fridolin Ambongo, entouré de plusieurs prêtres, de nombreuses personnalités politiques ainsi que des ambassadeurs ont également pris part à cette cérémonie empreinte de recueillement. Décédé le 28 janvier 2026 à Kinshasa à l'âge de 67 ans, Roland Lumumba était architecte et juriste de formation. Il s'est toutefois illustré sur la scène politique congolaise en siégeant pendant une dizaine d'années comme député national élu de Lodja dans la province de Sankoro. La présence de la chef du gouvernement en représentant du chef de l'État témoigne de la reconnaissance de la République démocratique du Congo envers un homme de détermination et de courage engagé au service de la nation. L'arbre d'émotion, elle est au centre de nos prières, au cœur de nos secrets les plus intimes. Elle s'assoit le temps. Roland Gilbert Okito Lumumba était par ailleurs au cadre du mouvement national congolais lumumbiste MNCL. Une audience a été accordée à une délégation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, conduite par Damien Mama, représentant résident du PNUD en République démocratique du Congo par le vice-premier ministre, ministre au budget Adolphe Mozito. Cette rencontre est dans le cadre de consultations régulières entre le gouvernement et ses partenaires financiers et techniques afin de consolider l'alignement et la coordination autour des priorités nationales de développement. Il était question des rôles stratégiques du ministère du Budget dans l'initiation, la planification et le financement des projets et programmes structurants destinant à accélérer la transformation économique du pays. Le représentant du PNUD a salué la vision portée par le vice-premier ministre du budget, mettant en exergue l'importance d'une gestion rigoureuse, transparente et stratégique de finances publiques pour garantir les impacts mesurables et durables au profit de la population. Les ambitions de son Excellence le VPM, des ambitions qui sont très claires et qui permettent notamment de voir comment est-ce qu'on peut mieux planifier, comment on peut mieux budgétiser. Le VPM, le ministre, c'est également un politique, donc il lui donne les orientations stratégiques. Maintenant, il revient à nous, aux équipes techniques du PNUD et du ministère, de s'asseoir et de regarder comment on peut transformer ces orientations stratégiques en activités ou mesures concrètes qui permettent de bouger sur son calendrier et de faire en sorte que nous puissions apporter notre contribution à la réalisation effective de sa vision qui est en cohérence avec la vision du gouvernement et de l'État dans son ensemble. Cette rencontre s'inscrit dans la volonté partagée de consolider un partenariat dynamique et orienté vers les résultats concrets en appui aux ambitions de développement durable de la République démocratique du Congo. C'est une situation épidémiologique très alarmante observée au cours de la semaine 5 en République démocratique du Congo. L'épidémie de Mpox connaît une accélération fulgurante, notamment l'explosion de la positivité à 58%. Comme réponse, la vaccination se poursuit dans 8 provinces du pays avec 1 557 288 personnes protégées à ce jour. Compte rendu avec le directeur général de l'Institut national de santé publique, Dieudonné Mwamba.
Donc il s'est agi de faire le point sur 3 incidents majeurs en cours dans notre pays. C'est par rapport à la Mpox, le choléra et la rougeole. Donc c'est autour de ces 3 épidémies que la réunion a tourné. Concernant la situation de Mpox, on a noté que nous sommes toujours dans une phase descendante des cas. À la semaine 5 2026, on enregistre autour de 231 cas, qui montre que la tendance est toujours à la baisse. Et même le taux de positivité, il est autour de 28%, qui est à la baisse comparativement autour de 50%, on était en fin d'année. La particularité pour cette semaine, c'est que nous avons constaté qu'il y a la province du Haut-Katanga, où nous notons, contrairement au reste du pays, mais au Katanga, on note une augmentation du nombre de cas et même une augmentation de la positivité. On est autour de 58% de positivité de cas dans le Haut-Katanga. Et donc ça nous alerte, cette situation dans cette province, où nous avons recommandé qu'il y ait une plus grande attention sur cette province, qu'on puisse approfondir les investigations et dépêcher une équipe qui doit aller travailler avec la grande province du Haut-Katanga, surtout Lubumbashi, voir quelle est la situation. Mais c'est surtout, d'après les informations que nous avons reçues, qu'il faut aller former les prestataires, parce que dans cette province, on n'a pas suffisamment formé les prestataires dans la reconnaissance et la prise en charge de cette maladie. Donc c'est ça. S'agissant du choléra, une létalité élevée est enregistrée dans les zones non endémiques. L'épidémie de rougeole, quant à elle, prend des proportions inquiétantes avec 12 960 cas et 157 décès cumulés depuis le début de cette année. Un appel à l'action est donc lancé. Le gouvernement congolais et ses partenaires sanitaires appellent la population à la vigilance, au respect de mesures d'hygiène et à la vaccination. L'accès à l'eau potable demeure les défis majeurs pour stopper les choléras. 3 jours de travaux, la commission tripartite, cabinet, secrétariat général et le banc syndical du ministère des hydrocarbures a clôturé ses travaux jeudi 5 février 2026 en présence de la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Akasia Bandoubola Mbongo. Olivier Messakayono, président du banc syndical, salue l'ouverture de la patronne des hydrocarbures pour avoir accepté de changer avec les syndicalistes pour la bonne marche du secteur. Nous avons négocié et nous avons trouvé les compromis là où on pouvait les trouver. Il y a des points de divergence que nous devons nous soumettre à l'Assemblée générale des agents cadres des services hydrocarbures et à eux de pouvoir décider. La ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Akasia Bandoubola Mbongo, de son côté, a informé les membres de cette commission tripartite de démarches déjà engagées pour améliorer les conditions de travail des agents, comme la signature de l'arrêté ministériel de l'urbanisme et habitat portant régularisation de la parcelle où sera érigée la tour des hydrocarbures et l'achat de bus pour faciliter la mobilité des agents et cadres des hydrocarbures. En justice, pointé pour des malversations financières ainsi que des détournements des redevances et des recettes de la province. Le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, a été auditionné ce lundi 9 février 2026 à Kinshasa par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé sur les rapports de l'inspection générale de finances statuant à sa gestion allant de janvier à septembre 2025. Oui, quand même l'instruction est secrète au temps du principe inquisitorial. L'audition a porté beaucoup plus sur les rapports de l'IGF, découlant de sa mission de contrôle d'exercice 2025 allant de la période du mois de janvier jusqu'au mois de septembre 2025. Et dans l'ensemble, tout s'est très bien passé, l'audition s'est très bien déroulée et tous les moyens ont été présentés, les moyens de défense. Et à ce stade, nous avons le cœur net parce que rien d'alarmant, rien de grave en ce qui concerne tout ce qui a été révélé par la presse n'a été en fait révélé vrai. Donc
nous restons à la disposition de la justice, mais tout a été fait. Donc pour laquelle nous a remis en liberté le gouverneur je prends ces mouvements. Oui, bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est secret de l'instruction, mais nous pouvons juste vous dire que le gouverneur est rentré chez lui à la maison. Il est le gouverneur du Congo central, il est rentré chez lui à la maison. Pour le reste, vous le verrez, il est gouverneur du Congo. La défense, de son côté, dit rester à la disposition de la justice afin d'éclairer toutes les zones d'ombre dans la dite affaire. Les autorités de la ville de Kinshasa ont procédé ce lundi 9 février 2026 à la démolition d'une partie de la cité de Pakadjouma situant le long de la voie ferrée dans la commune de Limete. La partie partait du bâtiment de la police. La partie partait du bâtiment de la police vers le marché occupait les tracés de la nouvelle route devant relier la route de poids lourds à la Funa. Un quartier réputé des zones rouges où habitent de nombreuses familles qui n'ont pas des endroits appropriés parfois par manque de possibilités pour louer une habitation digne. Toutes ces constructions anarchiques érigées le long de cette route afin de permettre à la société congolaise, toutes ces constructions anarchiques érigées le long de cette route ont été démolies afin de permettre à la société congolaise de transport et port Exonatra de récupérer son terrain spolié et relancer son chemin de fer. Cette démolition a été coordonnée par le ministre provincial des Travaux publics de Kinshasa.